Salut, moi c'est Mabel et vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Je vous reviens encore cette semaine pour décrypter l'actualité politique malienne. Eh bien, après les débats, les décryptages qui ont été repris un peu partout sur les réseaux sociaux, les autorités maliennes sont venues clarifier la situation. D'après le Premier ministre, le problème malien, c'est un problème sécuritaire, que le Mali est en guerre. Malgré que le Mali est en guerre, le Mali a fait un référendum l'année passée pour adopter une constitution qui donnait plein pouvoir au président. La constitution veut que le président désigne le Premier ministre, les membres du gouvernement. La Constitution veut que le président de la République prenne des décisions les plus importantes sans passer par le Parlement. Ensuite, on nous dit que le Mali est en guerre, mais tout dernièrement, quand la CEDEAO a décidé d'attaquer le Niger, le Mali, qui est un pays en guerre, était prêt à aller aider les frères nigériens, qui est très beau. Qui est ce que nous avons toujours souhaité dans la zone ouest africaine, l'entraide. Mais vous imaginez que si un pays qui est en guerre veut aider un pays qui va se faire attaquer par une coalition de plusieurs pays, ça pose problème. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe au Mali pour que les Maliens peuvent avoir deux fronts? La dernière fois qu'un pays a deux fronts, on sait ce qui s'est passé. Ce pays a perdu la guerre. Mais les Maliens étaient prêts à avoir deux fronts, le front malien et le front nigérien. Ils sont même venus faire des déclarations fracassantes en disant que si le Niger est touché, le Mali se prépare pour aller en guerre. Donc les Maliens, les autorités de la transition, étaient prêts à ouvrir deux fronts. Il faut être puissant pour pouvoir ouvrir deux fronts. Donc, ceux qui sont puissants, aussi puissants pour ouvrir deux fronts, n'ont pas encore fini la guerre contre le terrorisme au Mali. Eh bien, le Mali, d'après les autorités de la transition, est un pays en guerre, mais le Mali décide quand même, avec l'aide des autres pays de l'AES, d'installer, avec l'aide des amis russes, une centrale nucléaire qui nous a fait vraiment plaisir parce que nos pays souffrent d'un manque chronique d'électricité. Donc ça nous a fait plaisir, mais vous imaginez qu'on veut installer une centrale nucléaire dans un pays en guerre. Les risques. Mais quel ingénieur russe même a le temps de venir dans un pays en guerre pour créer une centrale nucléaire avec des réacteurs? Vous savez très bien ce qui s'est passé pendant la guerre d'Ukraine avec les centrales nucléaires en Ukraine. Il fallait les protéger de risques que s'ils se font attaquer, la population peut se faire intoxiquer à la radioactivité. Donc le Mali, un pays en guerre, avait des projets comme ça. Le premier projet dont nous avons parlé, c'est que les autorités maliennes ont quand même voté un référendum qui donnait plein pouvoir au président de la transition, au président de la République. Secondo, ils étaient prêts à ouvrir deux fronts, un autre front nigérien. Et tertio, ils étaient prêts, oui, prêts à installer une centrale nucléaire. Ensuite, la création de l'AES, qui était génial, nous avons aimé ça parce que les trois pays véritablement ont un problème de terrorisme qui a commencé avec l'attaque de l'OTAN de la Libye, qui a fait disperser l'exarme dans le désert, qui a permis à certaines tribus bédouins de s'armer et de s'attaquer à certaines populations civiles. Donc, pendant toutes ces guerres que le Mali combattait, le Mali a développé la culture de coton. Le Mali a décidé de mettre un regard plus accentué sur l'exploitation de l'or.
le Mali, je vous dis, le Mali était représenté à des congrès. Un pays qui est en guerre contre le terrorisme et qui est capable de faire tout ça, c'est extraordinaire. Je dis c'est extraordinaire parce que comparé à l'Ukraine, qui est soutenue par les grandes puissances, les autorités ukrainiennes ne font même pas tout ça. Il n'y a pas un grand projet pour le gouvernement ukrainien que la guerre, gagner la guerre, récupérer les territoires et protéger les populations civiles. Et si ceux qui sont soutenus par les puissances sont incapables d'avoir de si grands projets que le Mali, vous pensez vraiment que le fait que les élections sont reportées est un problème sécuritaire ou que le Mali est en guerre? Ensuite, les amis du Mali, ceux qui ont commencé, comme ils n'arrivaient pas les arguments nécessaires pour soutenir le fait que les autorités de la transition ne peuvent pas ou ne veulent pas organiser les élections présidentielles, eh bien, on a fait sortir d'autres arsenals. On a fait sortir Madame Plagia qui, comme il n'y a rien à plagier, a fait seulement une vidéo de 4 minutes. Donc, s'il n'y a rien à plagier, qu'est-ce qu'elle va dire? Il n'y a rien à dire. Et on a fait sortir le professeur Paracétamol qui déjà, dès l'introduction, a commencé déjà le travail, la manipulation. Ah oui, il a commencé déjà par nous préparer à ce qu'il va ou ne va pas dire. Eh bien, je n'ai pas pu regarder la vidéo parce que moi déjà, quand je me suis réveillée un jeudi matin dans la diaspora et j'ai vu qu'en 2024, on a la possibilité encore de suspendre des partis politiques, de suspendre 80 associations de partis politiques et de la société civile, eh bien, je me suis dit, et nous sommes retournés en arrière. Quand les militaires qui ne sont pas aussi éduqués que les militaires que nous avons aujourd'hui, savez que Assimi Goïta, c'est un homme éduqué, il est entouré par des gens éduqués. Ce n'est pas les militaires qui avaient pris le pouvoir après les indépendances, qui n'étaient pas éduqués, la plupart avaient le CE1, le CE2. Si les hommes qui sont éduqués peuvent se comporter comme ceux qui ont fait le CE1, le CE2, l'armée coloniale, l'Afrique est retournée, surtout la zone francophone, est retournée en arrière pendant 60 ans. C'est pour ça que même partager ce communiqué, je n'ai pas pu le faire au moment où la nouvelle s'est répandue. J'y réfléchissais, je me suis dit, comment nous sommes sortis de nous battre pour la souveraineté, nous battre pour les bonnes choses, le développement, avoir notre monnaie. Vous savez que le Mali est un pays en guerre qui ne peut pas organiser les élections, mais veut faire la monnaie. La monnaie, quelque chose qui est aussi important, quelque chose qui est aussi déterminant. Parce que quand un pays sombre économiquement, c'est un problème. Un pays en guerre qui veut battre une monnaie et qui est sûr qu'il peut gérer cette monnaie et permettre l'évolution économique de son pays. Vous avez vu ça où? La dernière fois qu'il y avait eu la Deuxième Guerre mondiale, les pays occupés n'avaient même pas leur propre monnaie. Mais après qu'ils ont même gagné la guerre, il a fallu du temps pour que ces pays puissent retrouver leur monnaie de base. Mais le Mali, pays en guerre, exceptionnellement, veut fabriquer sa propre monnaie et est sûr, vraiment sûr, qu'il peut entretenir sa souveraineté économique et permettre le développement d'un pays en guerre. On dirait que la guerre, vraiment, la guerre du terrorisme ne préoccupait pas vraiment les autorités maliennes parce que tout ce qu'ils pensent faire pendant la guerre, même les grands pays qui sont en guerre n'ont pas ce projet. La Russie, je ne vois pas les Russes en train de construire les centrales nucléaires en Russie maintenant qu'ils sont en guerre.
La Russie a déclaré même l'économie de guerre. Tous ces arguments, on peut conclure que des fois, l'élève dépasse le professeur. Comme le Mali a des projets plus ambitieux que la Russie. Mais dans ces projets ambitieux, pas question d'aller aux élections présidentielles pour permettre au peuple malien de s'exprimer et de choisir leur président. Et s'ils aiment Assimi Goïta, pourquoi pas? Mais non, Assimi Goïta et les autorités maliennes ont déjà eux-mêmes conclu que le Mali et les Maliens les aiment tellement qu'ils n'ont pas besoin d'élections présidentielles. Ensuite, quand la toile s'enflammait et que de mon côté, je me dis comment nous sommes arrivés là, que des hommes aussi éduqués, aussi intellectuellement posés, se comportent comme ceux qui ont fait le CE2 pendant la période coloniale. C'est là que le Premier ministre est encore ressorti pour nous dire non, que ce n'est pas un problème de guerre. C'est devenu un problème de stabilisation. Hier, nous avons donné les arguments que le Mali est toujours en guerre, mais aujourd'hui, nous vous disons que c'est un problème de stabilisation. Ok. Est-ce que les autres Maliens n'aiment pas le Mali autant pour stabiliser le Mali? Vous savez, les dictateurs ont toujours certaines propositions, ou même pas des propositions, des arguments pour rester au pouvoir. Alpha Condé a dit que c'est les femmes maliennes. Je veux dire, Alpha Condé a dit que c'est les femmes guinéennes qui lui ont dit qu'il était trop bon, qu'il faut qu'il garde le pouvoir. C'est pour ça qu'il doit toiletter la constitution et se présenter pour un troisième mandat. Vous imaginez un peuple à une constitution, mais pour le dictateur, c'est les femmes qui veulent de lui. Les femmes lui disent qu'il faut revenir. Donc, il a décidé de revenir. Pour Alassane Ouattara, mon dauphin est mort. Je ne peux plus trouver quelqu'un pour remplacer mon dauphin. Donc, je me suis dit que bon, je vais y retourner moi-même pour me présenter pour un troisième mandat. Pour Fonya Singbe, mon papa m'a dit de ne pas laisser le pouvoir. Donc, je reste. Vous ne trouvez pas que l'argument que donnent les Maliens ressemble aux arguments que nous donnent tous les dictateurs? Des trucs que tu ne comprends pas. Tu te dis, mais est-ce que lui l'a dit? Ton papa a dit de garder le pouvoir. Le Togo, c'est pour toi. C'est pour nous tous, non? On est 7 millions, bientôt 8 millions. Laisse-nous aussi, on va aller au pouvoir. Non. Son papa lui a dit de ne pas laisser le pouvoir. Donc, pour les autorités maliennes, ce n'est pas le papa qui a dit. C'est la stabilisation. Les autres Maliens ne peuvent pas stabiliser le pays. Nous, on va stabiliser le pays. Comme tous les dictateurs, en fait. On vient avec des arguments. Des fois, je me dis, comment... Ce n'est même des arguments simples. Le mot, je ne voudrais pas utiliser le mot simple. Mais tu te dis, mais ça c'est quelle histoire ça? Ah! Mais bon, vous savez, ça nous fait vraiment nous poser les questions. De vraies questions sur l'état de santé économique et politique de nos pays, puisque la politique souvent va avec l'économie. Le Bénin et le Togo ont les mêmes frontières et partagent aussi les mêmes peuples, une même langue, sur la côte surtout. Tu parles Mina au Togo, tu parles Mina au Bénin, et il y a un peuple de pêcheurs qui fait la transhumance entre le Ghana, le Togo et le Bénin. Donc,
qu'un Béninois appelle un Togolais ou une Togolaise, frère ou sœur, ça peut être des frères. Mais ici, nous allons parler à notre frère à tous qui vient de brûler son passeport français. Dans tes exercices d'activiste, tu as eu assez de problèmes avec les France-Africains, les présidents de la CEDEAO. Mais à cause de ton passeport fort, la plus grande des choses qu'ils pouvaient te faire, c'est de laisser quelques jours en prison et de t'envoyer en France. Maintenant, tu as laissé ce passeport fort pour être 100% béninois, donc 100% africain de l'Afrique de l'Ouest. Et je sais que tu connais un peu le terrain politique en Afrique de l'Ouest. Ouatt a tenté Macky Sall. Macky Sall a tenté Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye avant qu'il ne devienne président. Talon lui-même a fui le Bénin avant de revenir pour être président. Faure Gnassingbé a ses prisons pleines de jeunes Togolais qui ont aussi le verbe facile comme toi, qui ne veut que une chose, le changement au Togo. En Côte d'Ivoire, n'en parlons plus. Donc maintenant, tu sais qu'il y a possibilité qu'ils vont te traiter sur la scène politique comme ils traitent les jeunes de leur pays, les jeunes africains qui n'ont pas un passeport fort. Je te donne aussi l'exemple de Jean-Paul Omoyou, un jeune Togolais qui vivait en Suisse, qui avait un travail, sa famille, qui se bat, surtout sur les réseaux sociaux, pour la tenance politique au Togo. Il n'a pas de passeport fort. Il est arrivé au Togo, il a été pris, il est toujours aux frais chez Faure Gnassingbé. C'est pour te rappeler que le terrain politique ouest-africain n'est pas facile pour les jeunes qui veulent arriver au pouvoir. Ce qui te différenciait de ces autres jeunes qui sont en prison, c'est ce passeport fort. Tu l'as brûlé, tu reviens chez Talon, tu connais la politique de Talon, tu connais les prisons de Talon. Et autour du Bénin, il y a le Togo de Faure Gnassingbé, le Nigeria de Tinubu, qui, malgré qu'il est anglophone, n'a jamais caché ses amitiés avec l'Élysée. Je sais que tu es en train de faire et tu feras une vraie analyse du terrain politique avant de rentrer. Rappelle-toi, pas si longtemps, Sonko et Bassirou Diomaye Faye étaient en prison. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Et à mon frère, rappelle-toi, tu es 100% béninois maintenant. Tous les jeux est permis et tu connais les France-Africains. Quand il s'agit du pouvoir, même les femmes, ils passent. Bye.